Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera nuageuse en début de période sur les régions du littoral et du sud forestier, avec des risques de pluie. Par la suite, le soleil fera progressivement son apparition et le reste du pays sera partiellement nuageux. Pour les variables de cette matinée, 26 degrés à Abidjan et à Diaké, 25 à Bondoukou, 24 degrés à Boaké, Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 26 à Korogo, 23 degrés à Mont, 25 à Odiéné, San Pedro et Sassandra, pareil pour la ville de Tabou et 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, le soleil sera présent en début de période sur l'ensemble du pays. Des foyers orageux se formeront à l'est, au centre, à l'ouest et au nord-ouest et pourraient apporter des averses de pluie dans ces régions. Le sud forestier et le littoral observeront également des orages isolés avec de la pluie et ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Pour les variables de l'après-midi, 31 degrés à Abidjan, 32 à Diaké, 36 degrés à Bondoukou, 35 à Boaké, 34 à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 36 à Korogo, 33 degrés à Mont, 36 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 31 degrés à Tabou et enfin 35 à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à ce point météorologique et excellent début de semaine à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ce rendez-vous de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Le nouveau coronavirus poursuit sa progression en Côte d'Ivoire. Le pays enregistre à ce jour 847 cas confirmés. Le nombre de guéris continue sa courbe ascendante. On dénombre 260 personnes et désormais 9 décès. Regardons. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 19 avril 2020, 46 nouveaux cas de Covid-19 sur 399 échantillons prélevés et 21 guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 847 cas confirmés, 260 personnes guéries et 9 décès. Hier, au décompte final, un établissement sanitaire privé a notifié 2 décès. Il s'agissait d'une dame de 62 ans atteinte d'un cancer et présentant une cardiopathie, et d'un monsieur de 68 ans, hypertendu et diabétique. Aujourd'hui, nous notons le décès d'une personne de sexe masculin, âgée de 62 ans, hypertendue, diabétique et obèse dans un établissement sanitaire public. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles attristées. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement a décidé du confinement des personnes fragiles et vulnérables. Ce sont les personnes âgées et celles souffrant d'une pathologie chronique telle que le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers. Afin de protéger nos proches vulnérables, nous devons respecter et faire respecter ces mesures de confinement à leur égard. Nous insistons également auprès de la population sur le respect de toutes les autres mesures barrières mises en place par le gouvernement. Toutes ces mesures ont pour but de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays et de nous protéger. Aussi, est-il important de réduire les déplacements non essentiels le plus possible et de porter un masque lors de nos sorties. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter de toute urgence
les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique félicite tous les acteurs de la santé pour l'engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. 531 milliards de francs CFA, c'est le montant global que le Fonds monétaire international FMI est prêt à octroyer à la Côte d'Ivoire. Objectif, lutter contre le Covid-19 tout en limitant les conséquences économiques et sociales de la pandémie. Adama Kone. Le Fonds monétaire international, FMI, renouvelle sa confiance à la Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration de l'institution vient d'approuver 2 décaissements en faveur du pays. Au premier guichet, la Côte d'Ivoire pourra encaisser plus de 295 millions de dollars, soit 177,2 milliards de francs CFA au titre de la facilité rapide de crédit, FRC. Le second guichet auquel la Côte d'Ivoire peut se présenter est celui de l'instrument de financement rapide, IFR. Ce sont 354,4 milliards de francs CFA que le pays pourra mobiliser. Au total, l'enveloppe que le Fonds monétaire international consent à la Côte d'Ivoire s'élève à 886,2 millions de dollars, soit 531 milliards de francs CFA au cours actuel. Montant qui doit servir à faire face aux dépenses urgentes de la pandémie du Covid-19. Les administrateurs du Fonds monétaire international ont été sensibles au plan d'urgence sanitaire d'une part et d'autre part à la riposte économique et sociale présentée par la Côte d'Ivoire. Des plans qui s'appuient sur les conséquences de la pandémie du Covid-19. C'est que la maladie fragilise la balance des paiements et affecte les perspectives économiques. La Côte d'Ivoire, qui attendait une croissance de 7,2% de sa richesse nationale, le PIB, produit intérieur brut, revoit désormais son évaluation à 3,6% au mieux des cas. Aujourd'hui, il est question donc pour le FMI de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien, non seulement pour maintenir l'économie sur des assises résilientes, mais aussi pour encourager les actions sociales appropriées en faveur de la population ivoirienne. Refermons les portes de l'actualité nationale avec cette remise de kits sanitaires et alimentaires à Jacquesville. Cheikh Koné. 2500 cache-nez, des gants de protection, 500 seaux, 500 gels de désinfection et 500 paquets alimentaires. C'est l'ensemble des kits sanitaires et alimentaires distribués directement dans chaque famille à travers des actions de porte-à-porte menées par l'ONG Nglobakan. L'objectif pour cette organisation est d'aider les populations démunies de Jacquesville à respecter les mesures barrières. Nous avons donné des cache-nez, des gants aux femmes du marché parce que quand les femmes vont faire le courses, elles ne se protègent pas. Et d'autres avaient peur aussi de prendre souvent leurs aliments. Donc elles nous ont fait appel, nous sommes venus. Il nous faut sensibiliser nos populations. Vous savez qu'avec l'avènement de cette pandémie, il y a beaucoup de gens qui restent encore sceptiques, il y a beaucoup de fake news, comme on dit, qui circulent. Donc il y a une nécessité d'aller au contact des gens. L'autre temps fort de cette action de proximité, c'est la sensibilisation des populations sur les fausses nouvelles véhiculées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Dagri Geneviève et l'artiste Kadjim, tous deux responsables de l'ONG, ont sillonné les rues et les artères de Jacquesville afin de convaincre les populations sur l'effectivité de la maladie à coronavirus, Covid-19. Sur le continent, on se rend en Égypte. Les pyramides du plateau de Gizeh sont éclairées par une lumière bleue projetant le message « Restez chez vous ». Lors de la journée du patrimoine mondial, l'Égypte en profite pour promouvoir le tourisme. À noter que le pays lutte contre la propagation du Covid-19. 3144 cas confirmés, 732 guéris et 239 décès. Au Nigeria, vous allez le voir sur ces images de l'agence France Presse, les plus pauvres se bousculent pour avoir de quoi manger. Les habitants des quartiers pauvres se ruent sur la nourriture distribuée par une organisation caritative locale sous l'œil attentif des militaires. Ces personnes ne peuvent plus travailler et se nourrir pour cause de confinement dû au Covid-19. La maladie a déjà tué 21 personnes, dont le directeur de cabinet du président Mamadou Bouhari. Au Mali, le second tour des élections législatives hier a été perturbé par des incidents dans le centre et le nord qui ont empêché des électeurs de voter
Dans un contexte marqué par les violences djihadistes et le Covid-19, les premiers résultats provisoires de ce second tour après un premier tenu le 29 mars sont attendus en début de semaine. Le taux moyen de participation était d'un peu plus de 16%, 2 heures avant la clôture du scrutin. Point final. Merci de votre attention. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Merci mon très cher Régis. Le gilet nous manque aujourd'hui. Hein. Bien, ça on sera veut pour notre demain. gilet. Ça sera pour demain. Le fan club du gilet veut son gilet. Merci vrai. beaucoup, jeune frère. Merci beaucoup. Une très très bonne journée. Merci. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir plus tard pour d'autres pans de l'information. Matin Bonheur vous salue et vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 avril 2020. 20. Oui, déjà que cette année 2020 nous fait peur, mais c'est pas grave. Avec la ténacité et la force inhérente à l'homme, on va s'en sortir. Aujourd'hui, c'est la Sainte Odette. Alors, on salue toutes ces personnes qui ont ce joli prénom. Odette, c'est une femme souple, dynamique, pragmatique et qui attend des autres beaucoup de fidélité. Ah, ça tombe bien, fidélité, c'est le maître mot de nos différents rendez-vous du lundi au vendredi sur RTI1 en alternance avec ma très chère Alix. Alors aujourd'hui, on aura un programme qui va s'articuler autour des ressources humaines. D'un côté, on a un expert en sciences indicamétriques qui nous parlera bien sûr de comment booster son personnel par ces temps qui tangent. Et puis de l'autre, on aura le responsable, un des responsables de l'Institut qui nous parlera de l'organisation du travail. Vous savez, le bon télétravail, comment cela s'articule, comment faire en sorte que ce soit une réussite. Sinon, au niveau de l'écriture technique, c'est l'affaire de Christelle Akoussa avec une équipe magnifique à ses côtés. Matin Bonheur, c'est parti. Bonjour, je vois à la maison. Quoi de pour vous servir? Les déplacements pour l'échauffement. OK? Continue de marcher. OK? On continue. OK. Bouge. Continue de marcher. Marche sur place, là. Continue. Avec bien sûr le sourire. Chez toi à la maison, tu travailles comme nous. Si tu n'arrives pas à suivre le rythme, tu poses tout doucement. Ça peut aller. Il faut travailler en fonction de sa capacité physique, pas en fonction du coach. OK? Le coach a ses qualités, a ses compétences physiques sur lesquelles il compte pour pouvoir travailler. OK! Il faut bien sûr échauffer toutes les parties du corps qui vont être en activité. OK. Marche, 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 marche. OK. Pause. OK. Cette fois, avec exercice. OK. On va commencer avec la main gauche. Venez chercher l'épaule droite. On part ensemble. Allez, top, c'est parti. Et on regarde droit devant. On est bien contracté. On continue. Lorsque vous tremblez durant la réalisation des exercices, c'est tout simplement parce que la posture est bonne. Dernière série. Avec bien sûr le sourire. On ne montre pas que l'exercice est difficile. Pas relâcher. Le corps est toujours bien aligné. OK. Et pause. Posez la jambe là. Et décalez côté. Et tirez. 1, 3, 5, 6, 7 et 8. On va changer de côté. Et de jambe là. Posez la jambe. Cherchez côté. Allez là. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Posez la jambe. Grandis. Fléchis légèrement la jambe, tout doucement. Le sport, c'est dur, mais c'est vital. Absolument. Vous ne croyez pas si bien dire que diabaté, c'est vital. Et on espère qu'il y a du bon dans le confinement parce que ça nous permet d'être un peu plus pieux, de lire la Bible, de lire le Coran, de lire les livres saints et aussi de faire du sport et puis de refaire connaissance avec ses proches. On voit dans les maisons, ah, c'est toi, ah, madame, c'est toi. Voilà, c'est ça. Il y a des gens même qui reconnaissent leurs enfants, qui savent au moins en quelle classe sont leurs enfants. Tout à l'heure, on va poser la question là-bas pour savoir. Parce qu'il y a des gens même qui ne connaissent même pas les classes de leurs enfants. Grâce au confinement, on va dire ça comme ça. Parce que contre mauvaise fortune, l'être humain a l'habitude de faire bon cœur. Comment ça va, Expert Tabi? Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous êtes le spécialiste d'une science qu'on appelle l'indicamétrie. C'est créé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'indicamétrie? L'indicamétrie, c'est la science de la globalité. C'est la mesure des indicateurs objectifs et subjectifs. C'est-à-dire qu'elle doit englober tous ces deux indicateurs afin de mieux exprimer le potentiel d'une situation, d'un être humain, d'un événement. Alors, vous allez nous expliquer quel rapport ça avec les ressources humaines et puis comment profiter bien sûr de la science indicamétrique afin de booster les ressources humaines par ces temps difficiles. Matin Bonheur se poursuit avec un autre pan très important de son rendez-vous, c'est la revue de presse. On y va. Comment il va mon Renaud? Il va bien? Bonjour Renaud. Il va super bien. Bonjour Marco. Bien? Ça va. Ça a été le week-end? Très bien. En tout cas, vous êtes très bonne mine, hein? Très belle cravate. Bien reposé. Oui, mais franchement, et puis on est d'attaque. Franchement le Renault. Franchement le Renault. Allez, on va commencer par le processus d'enrôlement. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation met fin à la polémique selon le quotidien Le Matin. Bonjour à tous. Tout à fait, l'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité ne s'arrêtera pas. Sidiki Diakité a fait cette mise au point sur le plateau du journal de 20h de RTI 1 ce samedi 18 avril pour mettre fin à la polémique créée selon le confrère par l'opposition qui indique que l'opération doit être suspendue en raison du coronavirus. Eh bien, pour le quotidien qui cite le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, malgré le Covid-19, les centres d'enrôlement ne désemplissent pas. Alors, le ministre de l'Éducation nationale invite les parents d'élèves à s'approprier les cours en ligne. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas trop d'influence? Oui, exactement. Et pour ce faire, Kandia Camara les a appelés à renforcer l'encadrement de proximité de leurs enfants. Selon la première responsable de l'éducation en Côte d'Ivoire qui est citée par le Patriote, les classes sont certes fermées, mais les cahiers et les livres doivent rester ouverts. Elle a invité les parents d'élèves à accompagner cette initiative initiée par son département afin d'éviter aux élèves d'être déconnectés des programmes scolaires. Et puis l'intelligent d'Abidjan accorde une interview à monsieur le ministre des Sports. Oui, et dans cet entretien qui a eu lieu au téléphone, situation oblige, Claude Danhopolin est revenu notamment sur le report des prochains Jeux olympiques qui étaient prévus pour cette année, selon le ministre des Sports. En reportant le plus grand rassemblement sportif au monde, le Comité international olympique a démontré que la préservation de la vie humaine prévalait sur tous les autres intérêts. Et puis lutte contre le coronavirus, le Fonds monétaire international salue l'engagement du gouvernement ivoirien. On revient sur cette information et c'est ce qu'indique Fraternité Matin. Pour le FMI, la Côte d'Ivoire a promptement répondu à la pandémie. Elle cite pour preuve toutes les mesures sanitaires et sociales mises en route par le gouvernement pour faire face au Covid-19. Ainsi, pour appuyer les autorités ivoiriennes dans cette lutte, l'institution financière internationale a décidé de lui octroyer une aide financière de près de 900 millions de dollars. Eh oui, vraiment une vraie aide financière. 900 millions de dollars, c'est noté. Alors, lutte contre le coronavirus toujours, certaines populations, hélas, continuent à fouler aux pieds les mesures barrières. Dites-nous tout, mon très cher Renaud. Oui, malheureusement, et c'est le cas dans la ville de Divo où des personnes qui assistaient récemment au baptême d'un nouveau-né ont été embarquées par la police selon Soir Info. Autre fait en lien avec le non-respect des mesures, cette fois dans la ville de Grand Bassam. Il s'agit de l'interdiction faite à 4 chauffeurs de taxi d'exercer leur activité pendant 3 mois pour non-respect de la limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun et non-port du masque. Plus de précisions sur ces deux sujets dans Soir Info de ce jour. Et puis lutte contre le coronavirus toujours, en l'absence de traitement, un médicament fait l'unanimité. Et ce médicament, c'est l'hydroxychloroquine qui, selon l'expression, s'impose au monde.
Ce traitement révélé par le médecin français professeur Didier Raoult et grâce auquel certains patients ont été guéris du Covid-19 se présente aujourd'hui comme l'une des seules alternatives au manque de traitement connu de la pandémie. Ainsi, selon le confrère, l'hydroxychloroquine est en train d'être adoptée par de nombreux pays de la planète dans le traitement de la pandémie. Et puis le coronavirus, toujours, la Côte d'Ivoire se rapproche allègrement de la barre mythique et psychologique des 1000 cas. Tout à fait. 105 cas ont été enregistrés samedi et dimanche, portant à 847 le nombre de cas enregistrés dans notre pays. Au niveau mondial, nous sommes à 2 404 249 cas confirmés, 165 234 décès et 624 725 personnes guéries. Et parmi ces personnes guéries, on compte le ministre Ahmed Bakayoko. Testé positif le 6 avril dernier, le ministre d'État, ministre de la Défense, a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook le vendredi dernier. Merci mon très cher Renaud. On se retrouve demain. Merci à vous, Marco. Toujours avec le même plaisir. Oui. Vous retrouvez les téléspectateurs demain. Moi, je serai là le jeudi et vendredi, puisque demain et après-demain, vous serez avec Alix Mention Cocola. spéciale pour votre cravate aussi. Hein. Très belle couleur. La cravate. Ah ouais, la cravate, vous aimez la cravate? Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Merci infiniment. J'ai essayé de faire comme vous. Ah non, non, c'est moi qui fais comme vous. J'essaie de suivre un peu la tendance. Je m'incline. Merci à vous, très cher. Et puis, passez une très, très bonne journée. On salue au passage tous ces journalistes des rédactions qui abattent un travail formidable et surtout qui sont au contact des populations pour nous envoyer des nouvelles très fraîches, au sens propre comme au sens figuré, tous les matins. On salue encore une fois toutes les personnes se prénommant Odette. J'insiste, tout simplement, parce que c'est sur le calendrier. N'allez pas voir une connivence avec une certaine Odette. Sinon, oui. Madame Odette Djedje Nessiki, c'est du côté de Yopougon, Maroc. Elle est sage-femme, elle est très active en ces moments et vraiment on lui souhaite une très bonne fête. Hein. C'est la fête des Odettes. Et puis à travers elle, toutes les sages-femmes. Et puis aussi, j'ai une pensée ce matin pour un corps de métier qui abat un travail formidable par ces temps difficiles, par ces temps bizarres. Il s'agit des éboueurs. Vous avez certainement souvenance de notre incursion dans le milieu des éboueurs dans une des émissions de Matin Bonheur, en l'occurrence Matin chez vous. Et j'espère que tous mes amis éboueurs ont des combinaisons et surtout des moyens additionnels dans ces temps difficiles-là parce qu'ils sont en première ligne. Ça, il ne faut pas l'oublier. Matin Bonheur se poursuit avec d'autres aussi en première ligne. Il s'agit des travailleurs, ceux qui font en sorte que la productivité soit de mise. Et aujourd'hui, nous allons parler des travailleurs parce que lundi à Matin Bonheur, c'est la journée du travail. L'indicamétrie avec l'expert Tabi Georges, expert en sciences indicamétriques. On va voir avec lui comment, à travers cette science-là, booster son personnel. Jingle. Que pense l'indicamétrie de cette période de crise, mon très cher expert? Rebonjour. Bonjour Marco. Il faut dire que l'indicamétrie tire les leçons de cette crise. Parce que en début d'année, il faut constater que tous les États avaient déjà fait leur projection par rapport à leur taux de croissance. Mais avec la venue de cette pandémie, on se rend compte que toutes ces prévisions sont devenus caduques. Donc ça veut dire que tout ce qu'on nous dit, tous les chiffres qu'on nous donne là, bon, excusez-moi du mot, mais c'est du, comme dit quelqu'un, c'est du flafla, quoi. Ça veut dire que c'est pas solide. Oui, parce que ces chiffres ne tiennent compte que d'une seule batterie, c'est-à-dire la batterie objective. Je veux paraphraser le président Nicolas Sarkozy. Le 14 septembre 2009, il a dit ceci. Nous avons voulu faire dire à la statistique et à la comptabilité ce qu'elle ne peut pas dire. Ce qui veut dire que nous devons retenir une chose à partir de cette crise, que nous devons prendre en compte, en plus des données objectives, nous devons prendre en compte les données subjectives pour pouvoir bâtir un modèle de développement durable et efficace. Ah, c'est très bien dit, ça résume tout. Alors, concernant l'indicamétrie et les ressources humaines, qu'est-ce que l'indicamétrie peut apporter aux ressources humaines dans ces moments difficiles-là que nous vivons? Beaucoup, parce que pour l'indicamétrie, la ressource humaine est essentielle, puisque l'homme est au début, au milieu et à la fin de tout projet de développement. Exactement. Donc, l'indicamètre va permettre à la ressource de pouvoir être orientée dans le domaine d'activité qui est compatible à sa famille énergétique. C'est-à-dire, lorsque je prends par exemple Marcelin, lorsqu'on va bâtir sa carte d'identité capacitaire,
on saura dans quel domaine d'activité Marcelin va être épanoui. Quelle est la mission qui lui est assignée? Lorsqu'on lui assigne cette mission, Marcelin ne pourra qu'atteindre les objectifs et être épanoui dans l'accomplissement de sa mission. Donc, pour l'indicamétrie des ressources humaines, c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais cela n'est possible qu'à partir de l'établissement de la carte d'identité capacitaire de la ressource. Donc, ça veut dire qu'un chef d'entreprise doit avoir la carte d'identité capacitaire de ses employés quand ça commence pour que, quand il y a des situations comme ça, ils puissent savoir qui mettre au front, qui mettre là, pour qu'ils puissent se manager, quoi. C'est exact, Marcelin, c'est exact. Cela permet aux chefs d'entreprise de pouvoir gagner en temps, en espace et en finance. Et il y a quoi sur la carte d'identité capacitaire? La carte d'identité capacitaire, vous avez tous les instruments. Parce que pour établir la carte d'identité capacitaire, nous avons besoin, vous savez Marcelin, tout ce qui existe a un nom. Tout ce qui a un nom émet une énergie. Et l'indicamétrie aura besoin du nom et prénom et la date de naissance de la ressource. Ah, d'accord. À partir de là, l'indicamètre va utiliser deux instruments essentiels qui sont l'échelle des 15 profils connectés au générateur primordial indicamétrique. Wow. Cela va permettre de faire le scanner de la ressource et faire ressortir tout le potentiel de la ressource. Une fois le potentiel est su, le chef d'entreprise ne peut que exploiter le potentiel de la ressource, mettre la ressource au poste qu'il faut pour lui faire un gain de temps. Mais expert Tabi, honnêtement, c'est bien beau tout ça, mais vous savez que dans nos pays en voie de développement, ce n'est pas toujours la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Les gens sont là, pas forcément parce qu'ils sont talentueux, mais les gens sont là parfois parce qu'ils sont loyaux par rapport à d'autres sphères, on se comprend. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez dans une entreprise des gens qui ne sont pas venus de votre chef. Vous-même, vous avez été nommé officiellement, mais vous avez des gens qui vous ont été imposés. Comment faire que l'indicamétrie soit une réalité là, avec des gens que vous ne connaissez, comme on dit, ni d'Adam ni d'Ève, professionnellement parlant? Marcel, c'est simple. L'indicamètre sera obligé d'établir la carte capacitaire de collaborateur de la personne qui est là. Qui l'a sous la main. Qui l'a sous la main. Afin de connaître leurs forces et faiblesses. Je prends un exemple. Vous allez faire l'étude de votre collaborateur. Parce que lui, il est imposé. Les autres, il faut faire l'étude. Et savoir, par exemple, si dans le service, il y a des conflits, qui il faut envoyer pour résoudre le conflit. La carte d'identité capacitaire va dire, non, il y a un indicateur qui s'appelle le Y22, la capacité de médiation. Que telle ressource a une capacité de médiation très élevée. Donc, s'il y a des conflits, on ne se fatigue pas. On envoie cette ressource qui a un Y22 supérieur à la norme. Il va aller résoudre le problème. C'est comme, par exemple, s'il y a un problème, si on a un problème d'avoir de l'argent, d'entrée d'argent, comment on appelle ça en bon français? J'ai oublié le mot, m'échappe. Ceux qui ont l'habitude d'aller récupérer l'argent que l'entreprise a dehors. Les créances, voilà, le recouvrement. Recouvrement, voilà. Par exemple, on sait quelle personne envoyer pour aller chercher l'argent, quelle personne envoyer pour aller défendre les marchés, tout ça, c'est ça? Exactement. Ah, d'accord. Exactement. L'objectif, n'ayez pas peur de l'indicamétrie des ressources humaines. C'est vrai qu'elle va mettre à nu tous vos potentiels et vos faiblesses. Mais le plus important, l'indicamètre bâtit une stratégie afin qu'il y ait une communauté plus harmonieuse et plus épanouie. Mais si vous faites tous les calculs et que vous voyez que dans l'entreprise, franchement, eux tous, ils ont le même profil. Par exemple, ils ont le même Y13, ils ont le même Y43, ils ont le même Y22. Comment on fait? Ça peut arriver? C'est difficile. C'est rare. C'est rare. Puisque chaque être humain est particulier. Est particulier parce qu'il a sa génétique capacitaire différente. D'accord. Donc, il est difficile de pouvoir rencontrer les mêmes indicateurs chez tous les ressources. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'un chef d'entreprise doit faire pour mettre l'indicamétrie de son côté pour réussir, surtout par ces temps difficiles? Je pense que le chef d'entreprise doit forcément solliciter l'indicamètre. Tu vas lui permettre, tu vas lui établir un chronogramme d'étude de toutes ces ressources. Parce que l'objectif, c'est de permettre au chef d'entreprise de pouvoir gagner en espace, en temps et en finance. Parce que lorsque vous avez des ressources qui sont bien cadrées, qui sont dans leur domaine respectif, vous, le chef d'entreprise, vous ne verrez que votre entreprise gagner des ressources financières additionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces temps-là au niveau de, par exemple, une entreprise qui a été divisée, une petite PME où il y avait 10 personnes, il y a 5 par exemple qui sont allés en chômage technique. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que la science indicamétrique permet pour qu'on puisse vraiment atténuer les gens? Ou bien on regarde ceux qu'on doit renvoyer pour dire, bon, lui là,
Je sais que selon la science médicamentée, si je le renvoie, il ne va pas trop se fâcher. Comment ça se passe? On se base sur quoi? Excusez-moi, moi j'aime mettre terre à terre comme ça pour qu'on puisse comprendre. Oui, on va se baser d'abord sur la carte d'identité capacitaire des ressources. Et puis, lorsqu'on va libérer, par exemple, certaines personnes, le chef d'entreprise normalement doit pouvoir prendre de temps en temps les nouvelles de sa ressource. Rassurer sa ressource. Parce qu'il faut savoir que chaque ressource a ses forces et a ses faiblesses. Absolument. Par exemple, je prends une ressource qui a le Y16 qui est déficitaire, c'est-à-dire c'est le mobilisateur, le régulateur. Cette ressource est victime de l'environnement, c'est-à-dire que toutes les informations qu'elle va entendre sur le Covid-19 va la traumatiser. Et si son Y6 est déficitaire, c'est-à-dire que c'est une ressource qui ne va pas communiquer, qui intériorise son mal. Et si jamais son 20 est déficitaire, vous verrez qu'elle n'est pas endurante, elle va se décourager vite. Donc, lorsque le chef d'entreprise a la carte d'identité capacitaire de ses ressources, il saura comment s'y prendre face à chaque ressource, pouvoir le coacher pour que même s'ils sont en chômage technique, qu'ils ne puissent pas tomber dans la déprime. À partir de la carte d'identité capacitaire. D'accord, je comprends. Au fait, toute la base, c'est qu'au départ, chacun a sa carte d'identité capacitaire avec les CV que vous envoyez et c'est avec ça qu'on travaille. C'est avec ça qu'on bâtit l'entreprise, les stratégies de l'entreprise. De sorte à ce que quand il y a des crises qui surviennent, on est plus prêt que des gens qui n'ont pas de carte d'identité et capacité. C'est comme ça. C'est exact, Marcelin. Vous avez tout compris. Parce que, comme on le dit en indicamétrie, le diplôme seul ne suffit pas. Absolument. Le diplôme seul, c'est le donné objectif, le rationnel. Il y a un grand homme de Côte d'Ivoire qui a dit, Zadik Essi, pour ne pas le citer, qui a dit que c'est 15% diplôme, 75% connaissance intrinsèque. En indicamétrie, on dira 42% d'objectivité pour avoir le diplôme. Vous savez comment souvent même on jette des coups d'œil pour avoir le titre. Maintenant, les 58%, c'est la capacité intrinsèque de l'individu. Absolument. On n'apprend pas. Qu'est-ce que tu vaux devant le pied, devant le mur? Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu as dans le ventre? C'est exact. Et c'est le rôle de l'indicamétrie, de pouvoir faire ressortir ces 58% d'irrationnel et les quantifier de manière rationnelle et scientifique, avec des doses et des normes bien précises. Et ça, c'est fait par des Ivoiriens? Oui, c'est fait par... L'indicamétrie a été inventée par le professeur Diabaté Moustapha. C'est un Ivoirien. L'indicamétrie a été inventée depuis 1963. Et la Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'être parmi les tout premiers experts dans le monde. Ok. On va revenir à vous. C'est très intéressant ce que vous dites. On espère que les chefs d'entreprise sont là, sont au diapason afin de prendre des notes. C'est très important. Et puis, ça fait partie de nos réalités. Voilà. Est-ce que vous avez votre carte d'identité capacitaire de vos employés? Est-ce que vous les connaissez vraiment? Je suis sûr qu'après ce passage-là, vous ne les regarderez plus de la même façon. Dans un instant, nous aurons le plaisir d'avoir une sommité de l'ANSUT pour nous parler d'organisation de travail. Quels sont les outils, mesdames et messieurs, à déployer pour rendre effectif et efficace le télétravail? Vous l'aurez compris, très chers téléspectateurs, le lundi, la devise de notre rendez-vous, c'est bien sûr travail, travail, travail. On va terminer notre entretien avec l'expert Tabi Georges, expert en sciences indicamétriques, qui nous parlait de choses fort intéressantes. Que doit faire l'État de Côte d'Ivoire après la crise du Covid pour relancer son économie selon la science indicamétrique, mon très cher? Oui, pour l'indicamétrie, l'État de Côte d'Ivoire doit bâtir et respecter une stratégie. C'est-à-dire, il faut prendre en compte les 7 couvertures du corps humain. Voici comment l'indicamétrie prévoit une stratégie de développement. 1. L'identification de la population, la démographie. 2. Le profil scientifique, c'est-à-dire favoriser la création des industries de transformation de nos matières premières. Troisièmement, nous devons former nos ressources de manière plus spécifique dans le domaine des recommandations des industries et favoriser aussi la mission des instituts de recherche. Une fois nous avons le profil 2, qui est le profil scientifique, et le profil 3, qui est les ressources humaines, obligatoirement, il y aura un boom économique. Et que lorsqu'il y a un boom économique, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que le taux de chômage va baisser. Une fois cela est fait, au profil numéro 5, ça sera le profil social. La redistribution
une partie de la redistribution de cette richesse aux plus vulnérables. Et 6, le profil culturel. Prendre en compte, il est bien vrai que nos cultures, il y a au moins 5 à 10% de certaines pratiques de nos cultures qui ne sont pas bonnes, mais les 90% de nos cultures, nous devons les prendre en compte pour pouvoir bâtir une démocratie durable. Et enfin, certainement, le profil spirituel. Nos États doivent s'investir et s'humilier devant la face de l'Éternel. Vous constatez, plus on va chercher la face de l'Éternel, on va pouvoir stabiliser tout ce qui a été acquis. Vous constatez avec moi qu'aujourd'hui, il y a des grands pays dont le chef d'État implore la face de l'Éternel pour pouvoir revenir à bout du Covid-19. Merci infiniment à vous, expert Georges Tabi. Je rappelle avec vous que nous parlions de sciences indicamétriques, comment cela peut booster les ressources humaines et puis partant toutes les forces vives de notre beau pays. Merci infiniment. Vous repassez quand vous voulez, hein. Ce sera toujours un plaisir de vous avoir. Matin Bonheur se poursuit avec dans un instant Ahmed Traoré, docteur, qui nous parlera bien sûr des outils à déployer pour rendre effectif et efficace le télétravail. Ça fait le deuxième passage de cette structure-là qui vraiment fait en sorte qu'on puisse être en adéquation avec l'actualité malgré les difficultés, toujours pouvoir produire, travailler, c'est très important. Il est avec nous. Bonjour, docteur. Docteur Métraoré, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est le seul endroit où on ne peut pas faire de télétravail. Là, on est obligé de le faire. Là. Ça va bien. Là encore, le télétravail est possible. Oui, je sais, c'est possible, mais chez nous, ça n'a pas encore commencé comme ça. Ça m'arrangerait. Ça nous arrangerait. Tout à fait. Je peux faire une bonne intro dans mon salon, balancer ça au monsieur. Bon. Tout à fait. Mais bon, on va se réveiller, revenir à la réalité. Jingle, et puis on se retrouve juste après pour la discussion. Alors, télétravail, téléefficacité aussi. Quels sont les outils à déployer pour rendre effectif et efficace le travail? Alors, on a l'habitude de le dire depuis quelques semaines maintenant, on parle beaucoup, on parle un maximum de télétravail. Quels sont les outils appropriés dans le cadre du télétravail? On se fait un petit récap? Tout à fait. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'il y a deux aspects dans le télétravail en termes d'outils. Vous avez ce qu'on appelle le hardware, donc tout ce qui est ordinateur avec l'Internet, la box, tout ça. Et puis vous avez les software qui sont tout ce qui est logiciels et applications qui vont faciliter ce qu'on appelle l'espace collaboratif de travail. Donc, ce sont ces deux aspects qui vont nous permettre justement d'avoir un télétravail efficace et qui soit adapté à nos besoins. Docteur, le télétravail, ce n'est pas obligé. Parce que je vois des circuits de télétravail là où, franchement, c'est un peu bizarre. Parce qu'il ne faut pas faire du télétravail pour faire du télétravail. Tout à fait. Il faut avoir certaines normes, quoi. Sinon, franchement, ça devient un peu bizarre, pour dire ça comme ça. Tout à fait. Et je pense que ce qu'on doit regarder avant tout, c'est quelle est la forme de télétravail qui est adaptée à notre activité. Très bien. Il y a du télétravail à 100%. Donc, en ce moment, l'individu travaille à partir d'un endroit qui n'est pas l'entreprise. Vous avez le télétravail à intermittence. Donc, on y vient peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine pour faire des points et repartir. Très bien. Et puis, on a du télétravail, par exemple, qui est occasionnel, comme dans le cas, par exemple, de Covid-19, de la pandémie Covid-19, où on est amené à observer une certaine distanciation sociale dans les individus et donc on peut pratiquer du télétravail. Donc, il faut être capable d'identifier parmi toutes ces formes de télétravail, quelle est celle qui est la plus adaptée à notre fonction et également à notre entreprise. Donc, c'est en fonction de ça qu'on met en place tout le dispositif de télétravail. Moi, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui est plus adapté à nos réalités en Afrique, surtout que nous sommes des pays dits en voie de développement où vraiment c'est un luxe même d'avoir le net, on va le dire comme ça, et puis aussi pour avoir des infrastructures, pour avoir un ordinateur, même c'est compliqué. Alors, comment nous on fait, nous? Est-ce qu'on est mal barré, comme on dit, ou bien il y a de l'espoir? Non, on n'est pas du tout mal barré. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez signifié tantôt. Ou de tout autre pays en voie de développement. Oui, mais nous, on connaît mieux la Côte d'Ivoire. Donc, nous, on travaille aujourd'hui à mettre en place la fibre optique partout en Côte d'Ivoire, de sorte à faciliter l'accès de qualité et à moins de coûts de l'Internet. Donc, on est d'accord déjà sur ça. Mais encore une fois, le télétravail, il s'adapte à certaines fonctions, pas à toutes les fonctions. Si vous prenez par exemple le cas d'un télétravail total, où l'individu ne va même pas au bureau et qui travaille à partir de chez lui, je vais vous dire comme ça, les fonctions de créativité sont adaptées. Les fonctions de développeur d'applications sont adaptées parce qu'on n'a pas besoin d'être en contact forcément avec ses collègues pour pouvoir faire le développement d'applications. Si vous prenez par exemple une fonction liée à celle de commercial, elle peut être adaptée à intermittence. Donc, l'individu, il est sur le terrain, il développe son activité commerciale, mais il n'est pas obligé de venir au bureau. Donc, il va faire seulement son point tout le soir à son supérieur hiérarchique à travers, bien sûr, les outils collaboratifs qu'on va citer tout à l'heure qui lui permettent juste de faire le point à son supérieur hiérarchique.
Si vous prenez le cas, par exemple, d'une assistante de direction, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'elle doit être là pour recevoir des visiteurs de son patron, elle doit être là pour recevoir des coups de fil de l'entreprise. Donc, c'est en tenant compte des fonctions et des spécificités. Mais pourquoi elle peut gérer son planning étant à la maison? C'est possible. Ça, c'est le planning. Oui. Mais comment est-ce que vous accueillez les visiteurs de votre patron? Mais les visiteurs savent qu'ils ne peuvent pas venir parce qu'il y a le Covid. Ils savent ça? Oui. Je suis tout à fait Donc, par rapport à ça, elle peut tabler là-dessus. En fait, le télétravail, c'est faire en sorte que chaque fois, chaque cas soit approprié. Tout à fait. Et comme je l'ai dit, la intermittence, télétravail en totalité. Donc, ça dépend des situations. Il n'y a pas une recette universelle du télétravail qu'il faut voir. Voilà. Il faut l'adapter à votre situation et à vos réalités au niveau de l'entreprise. Est-ce que moi, mon esthéticienne, que je ne peux pas avoir pour mes soins, peut, à travers un télétravail, un appel au niveau du téléphone, me dire ce que je dois faire si moi j'ai mes instruments à la maison? Est-ce que ça s'appelle du télétravail? Tout à fait, c'est tout à fait possible. Si votre esthéticienne est chez elle à la maison, que vous avez tous les outils, des maquillants, je parle de tous les outils qu'elle utilise, mais si vous l'avez, que vous savez comment l'utiliser, effectivement, à distance, elle peut vous aider. Si vous prenez le cas même aujourd'hui de la chirurgie dans le domaine médical, vous avez des chirurgies qui se font avec des professeurs qui sont à distance. Donc, le spécialiste est en Europe ou aux États-Unis et il guide ses collègues ici en Afrique ou dans un autre hôpital sur comment mener une opération chirurgicale. C'est du télétravail. Le télétravail, ok. Et parlons de nos parents planteurs. Quel genre de télétravail? Mon oncle Kwao, qui est à Bongwanou ou bien à Bengrou, il veut acheter un produit pour son champ et il s'est fait. Comment on fait? Ou bien il a eu une acquisition, il devait avoir les gens de la NADER ou autre société qui devaient venir travailler avec lui. Ce n'est pas possible. Comment on fait? Ok. Déjà, dans la fonction d'agriculteur de M. Kwao, il y a certains aspects sur lesquels il peut faire du télétravail. Je dirais même du travail en ligne. D'accord. Par exemple, s'il a besoin de commander des engrais ou des intrants pour son activité. Il faut qu'il y ait un ordinateur. Oui. Il faut que l'Internet. Il faut que la fibre soit à Bongwanou en bateau. Tout à fait. Ce qui n'est pas encore le cas. Si c'est chez moi, je sais. Mais il y a des antennes relais là-bas qui permettent justement d'avoir l'Internet et de pouvoir communiquer. Ce n'est pas le cas à l'heure où nous parlons, à 7h14. Okay. Donc, tonton Kwao est déjà défavorisé. Il n'a pas l'Internet, un débit vraiment constant. Comment il fait? Si vous n'avez pas l'Internet, il va être difficile pour vous d'avoir à interagir en ligne. C'est difficile. Okay? Donc, par contre, si vous n'avez pas l'Internet, vous avez le téléphone. Okay, qui fonctionne bien, je pense, en bateau. Oui. Donc, avec le téléphone, il peut passer un coup de fil à sa société où est-ce qu'il commande des produits phytosanitaires pour passer sa commande. Au téléphone, il peut le faire. D'accord. Donc, on va le lui envoyer par un service de transport. Okay? Il va recevoir, il va être capable de payer cette commande avec son téléphone, avec tout ce qui est comme mobile money. Ça, on est d'accord. D'accord. Il se retrouve en face d'une situation dans sa plantation où il ne comprend pas, peut-être qu'il est attaqué par des bactéries ou des choses comme ça qui endommagent son plantation. Donc aujourd'hui, les agents de la NADER ne pouvant pas se déplacer. S'il a le contact téléphonique de son conseiller agricole, il peut lui passer un coup de fil, lui expliquer les caractéristiques justement de la maladie et ce dernier peut lui dire je pense qu'il faut tel produit, donc ça peut se faire. Donc il n'y a pas que l'Internet, il y a également le téléphone qui est un outil qu'on peut utiliser. Alors, quelle est la marge sécuritaire ou la confiance que l'entreprise peut avoir vis-à-vis de cet employé qui a en ses mains des informations vraiment décisives, importantes, capitales de l'entreprise, qui va à la maison, il est à la maison avec son petit dernier, peut verser tout dessus, ça peut se gâter, ou bien si c'est sur une clé. Je sais que vous allez me dire que c'est conservé sur une clé, ça peut être sur une clé qui peut se détériorer. Il y a des risques aussi dans le télétravail. Tout à fait. Et c'est l'un des réels défis de cette forme de travail, les aspects sécuritaires. Absolument. Il n'y a même pas que la maison, parce qu'il y a deux choses à sécuriser. Il y a d'abord le réseau même, c'est-à-dire comment est-ce que le collaborateur se connecte sur la plateforme de l'entreprise qu'il faut sécuriser. Absolument. Ensuite, il y a l'environnement de travail à la maison qu'il faut sécuriser. Comme vous l'avez dit, on peut avoir l'enfant qui peut verser une tasse chaude, mais il n'y a même pas que ça. Il y a le fait que les informations qu'on peut avoir, qui sont dues à notre fonction, sont des informations confidentielles. Donc, nous, notre rôle aujourd'hui en tant que responsable des ressources humaines ou en tant que directeur des centres d'information, c'est de former nos collaborateurs à des petits gestes de sécurité. Par exemple, si vous levez d'un ordinateur, systématiquement, vous devez avoir le réflexe de pouvoir verrouiller votre ordinateur. C'est la première des choses qu'il faut faire. Lorsque vous recevez, par exemple, un email que vous ne connaissez pas ou même que vous semblez connaître, mais dont l'adresse est un peu douteuse, et qu'on vous envoie un lien, il ne faut pas cliquer là-dessus parce que ça peut prendre le contrôle de votre ordinateur. Donc, il y a des gestes comme ça de sécurité qu'il faut forcément accompagner avec l'outil de télétravail, de sorte à ce qu'on puisse assurer la sécurité en amont avec le réseau, mais aussi en aval avec les gestes de sécurité qu'on a à la maison pour éviter qu'on ait des informations confidentielles qui fuitent dans le cadre de notre activité. Alors, il y a un souci aussi, il y a un moment très très important où on se dit que finalement, le télétravail, c'est quelque chose de bien parce que c'est vrai que ce soit en balbutiement comme ça dans notre pays parce que ça va redistribuer les cartes au niveau du travail, non? Tout à fait.
Parce que demain, après le Covid, on espère, on croise, après le Covid, ça va nous permettre franchement d'appréhender d'une autre manière le travail. Disons que ce que nous on observe aujourd'hui, c'est que on va aller au forceps vers la digitalisation de la plupart de nos processus. Absolument, au forceps, c'est le mot ça. C'est le mot, au forceps vers la digitalisation de nos processus. On n'a même pas le choix. On va arriver à un moment donné où on va essayer de faire en sorte que la plupart de nos activités, de nos processus soient digitalisées. De sorte que partout où on se trouve, on soit capable de mener les actions qu'on a à faire. Et donc ça va être... c'est vrai que le télétravail est un aspect, mais c'est la digitalisation qui va être le nouveau défi, le véritable défi de développement des organisations en Côte d'Ivoire. Oui, en toute crise, il y a une opportunité, Tout comme à fait. disait quelqu'un là. Ça va faire en sorte que même dans le cahier des charges d'une entreprise, on va imposer entre guillemets, un processus de digitalisation qui fasse qu'on ne va pas attendre d'avoir des soucis. Et puis, le télétravail peut être une option au niveau même pour éviter le burn-out. Il peut venir travailler 2 heures au travail et le reste au travail, et à la maison ou en alternance. Comme ça permet d'éviter la routine. Qu'est-ce qu'ils en pensent, nous, nos très chers téléspectateurs, à travers ce micro-trottoir de notre reporter JRI, Emmanuel Bonzo? On va essayer d'en savoir. On y va. Il faut d'abord dire que dans cette période de pandémie-là, on ne met pas la situation, aussi bien l'État que les citoyens. Donc c'est la prudence. Et donc on aura une équipe d'astreinte, au minimum de personnes qui vont travailler. Et ces gens qui vont travailler, il faut leur dire également que c'est la prudence qui doit primer avant tout. C'est-à-dire que les gens prendront les mesures idoines pour se protéger le maximum possible. Et je vais leur faire comprendre le fait qu'en tant qu'employé, on essaie de contribuer à notre manière à la société et de se prendre en charge soi-même. Et donc, il est important qu'on préserve la vie dans un tel cadre. Pendant cette période de pandémie qu'est le Covid-19, je demande à tous les travailleurs de faire tous les efforts possibles pour que les sociétés puissent continuer à fonctionner normalement. Et à mon niveau, je donne des discours galvanisateurs à mes travailleurs pour qu'ils continuent de venir tous les jours au travail et qu'à la fin, à partir des bonus que l'État va octroyer aux entreprises en difficulté, nous pouvions en bénéficier et puis essayer d'aménager un tant soit peu au niveau de leurs ressources. En ce temps épidémie-là, si moi je suis un chef d'entreprise, avec le temps, je vais travailler avec certains groupes pour les encourager, je vais augmenter les salaires. Parce qu'ils prennent des risques. Le temps même de venir traverser tous les dangers puis venir travailler, moi je les propose d'augmenter les salaires pour que ça leur donne courage de venir travailler. Eh oui, bon, est-ce que le télétravail prévoit aussi certaines conditions? Parce que il y aura des bonus, il paraît. Disons que je ne sais pas où est-ce qu'ils tiennent cette information, donc c'est difficile de me prononcer là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises elles-mêmes connaissent beaucoup de difficultés financières aujourd'hui, dues au télétravail. Le Fonds monétaire international salue l'engagement du gouvernement ivoirien et il lui octroie une aide financière de près de 900 millions de dollars. Peut-être que c'est ça que les gens entendent et veulent que ce soit, ça se répercute. Je dis ça comme ça. je pense qu'il faut que ceux qui vont gérer ce fonds bien expliquer un peu à quoi ça va servir. Merci, franchement. Et ça va éviter qu'il y ait des amalgames dans l'interprétation de l'utilisation qui va être faite. On peut faire ça en télétravail même, ce serait bien. Nous, ça nous va. Alors, la fin de cette crise sanitaire ne va-t-elle pas susciter une crise économique selon vous? Si, tout à fait. Et je pense que c'est à l'échelle planétaire. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des économies sont à l'arrêt, il faut le dire. Et aujourd'hui, on n'est même pas capable d'évaluer encore dans sa globalité quelles vont être les conséquences économiques. Donc, il faut attendre encore un peu. Je pense que la fin de la crise va nous situer sur les conséquences économiques d'un pays à un autre. Parce qu'également, il ne faut pas se dire que les conséquences vont être les mêmes pour tous les pays. Voilà. Alors, quand on fait un petit ratio par rapport au télétravail, quels sont les secteurs qui sont plus à fond en ce moment, selon vos statistiques, dans le télétravail? Vous avez tout ce qui est déjà entreprise de téléphonie. Vous avez tout ce qui est entreprise de création, donc informatique, architecture, bureau d'études, qui sont capables de travailler à partir de chez eux. Et vous avez une partie de l'administration ivoirienne également, aujourd'hui également, qui essaie. Donc voilà en gros. Mais il faut dire que, étant donné que le tissu économique est composé en majorité des PME, il y a encore beaucoup de défis à ce niveau-là. Donc ils ne sont pas
ne sont pas toujours outillés pour faire du télétravail. Et c'est cela qui engendre un peu tout ce qu'on connaît comme licenciement et chômage en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez des agents de livraison, ceux qui livrent là? Est-ce que c'est considéré comme du télétravail? La livraison à domicile, c'est en plein boom en ce moment? Non, pas parce que l'activité principale de ces personnes-là, c'est de faire de la livraison. C'est de faire de la livraison. Ce n'est pas vraiment du télétravail. Par exemple, la restauration sur Internet, qui s'assoit sur la livraison au lieu des restaurations. Tous les restaurants qui sont transformés maintenant en livreuses. Bon, je ne sais pas si ça continue, mais ça a été arrêté. C'est un boom aujourd'hui. Je pense que nos opérateurs dans le domaine de la restauration ont tout à fait compris cela. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux font ce qu'on appelle aujourd'hui des commandes à distance et des livraisons. Est-ce que c'est encadré? Parce que moi, je me suis fait livrer par quelqu'un qui était sans protection, sans gants. J'ai eu peur de manger. Hein. Non, vous avez tout à fait raison. Il revient justement aux organisations qui encadrent ces opérateurs économiques de sensibiliser dans ce domaine-là, sur tout ce qui est gestes barrières à pouvoir employer pour ne pas qu'on puisse exposer les clients justement à cette maladie. Docteur Ahmed Traoré, est-ce que la Côte d'Ivoire vraiment est prête pour le télétravail réellement? À combien de pourcents actuellement nous sommes? Je dirais que oui. Pourquoi? Parce que déjà dans la volonté politique, le gouvernement, à travers le ministère de l'économie numérique, a demandé à ce que la plupart des entreprises publiques ou privées puissent s'inscrire déjà dans le télétravail quand c'est possible. Donc on va dire que la volonté politique y est. En termes d'infrastructures de télécom qui permettent justement de le faire, je peux dire également que oui, parce qu'avec les opérateurs de téléphonie, avec l'accès à Internet aujourd'hui, on est capable, en ce qui concerne les entreprises en tout cas, de pouvoir faire du télétravail. Maintenant, ce qu'il faut, et qu'on n'a pas préparé dans le temps, c'est la formation des différents acteurs à ce que c'est que le télétravail et les mettre devant leurs responsabilités. Merci à vous, merci infiniment, docteur Ahmed Traoré. Je rappelle que vous êtes directeur des ressources humaines, c'est cela, de l'ANSUT. L'ANSUT, c'est l'Agence nationale du service universel des télécommunications et d'éthique. OK. Et puis on salue toutes ces personnes là-bas qui abattent un travail formidable pour la sécurisation de et la fluidité de notre Internet et surtout de tout ce qui est technique, technologie. Vraiment, félicitations, chapeau. Merci. Et puis on attend de vous encore plus pour satisfaire le maximum d'Ivoiriens. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est quand vous voulez sur le plateau. Le plateau de Matin Bonheur vous appartient. On a été très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs, en ce lundi 20 avril 2020. Réalisation Christelle Akoussa. On se retrouve avec beaucoup de plaisir. Concernant votre serviteur, ce sera jeudi, vendredi, demain et après-demain, ce sera l'affaire de Alice Kokola. Allez, on se lave les mains, on se protège et puis on reste toujours ensemble. Ciao, ciao. Achoo!